Chapitre 15. La fureur des 3 crabes. Partie 2. Ramia tressaillit. Horrifiée, Vera la vit cligner des yeux 1 fois, 2 fois, puis courber légèrement l'échine. Piscus Crabe poussa un rugissement de triomphe. « Enfin! Approche maintenant, et montre-nous ce dont tu es capable. » La dragonne violette s'approcha d'un pas lourd, faisant trembler le sol et soulevant des gerbes de terre et de gravats, interrompant sans s'en rendre compte quelques duels sur son passage. Elle fixait intensément Piscus Crabe, comme hypnotisée. « Je savais bien que j'y arriverais !» exulta Piscus. Vera chercha à toute vitesse un moyen d'empêcher ce qui était en train de se produire. Elle tendit désespérément la main vers sa baguette, malgré le vertige qui la saisissait. Mais celle-ci avait roulé hors de sa portée. « Tu es complètement fou !» cria-t-elle au-dessus du vacarme. Mais Piscus Crabe ne l'entendait pas. Il promenait sa baguette de droite à gauche, et Ramia le suivait docilement des yeux. « Crabe, arrête !» Piscus Crabe lui jeta un regard furtif. Et aussitôt, Ramia sembla se défaire légèrement de son emprise. Elle cligna des yeux et cessa de regarder la baguette de Piscus Crabe. « Non, elle m'échappe !» rugit-il. « Ramia !» appela Vera désespérée. « Résiste, je t'en supplie !» Ramia semblait en effet se rebeller. Malgré les hurlements furieux de Crabe qui lui ordonnaient de détruire le pensionnat, Ramia regardait attentivement Vera et Crabe sans bouger d'1 millimètre. Après plusieurs tentatives, il se tourna vers Vera, écumant de rage. « Très bien, tu l'auras voulu, » dit Piscus Crabe. « Je comptais te laisser en vie, mais puisque tu persistes à vouloir me dérober la victoire... » Il lui adressa un sourire dément. « Voyons ce que vaut la loyauté de ton maudit dragon face à la toute-puissance de l'Imperium, » proposa Piscus Crabe. Il pointa à nouveau sa baguette vers Ramia avec une détermination nouvelle. « Et maintenant, on va dire au revoir à son ancienne maîtresse, » dit Piscus Crabe. Ramia tourna son énorme tête vers Vera. Ses grands yeux violets étaient remplis de tristesse. « Voilà, ma belle, tu m'as bien compris, » la félicita Piscus Crabe. « Allez, vas-y, montre-lui que c'est à moi que tu appartiens désormais. » Ramia s'approcha de Vera et se pencha vers elle. Vera essaya désespérément de dégager son poignet du lacet métallique et rigide qui l'entourait, mais elle ne réussit qu'à érafler sa peau, sans pouvoir s'échapper. Elle était prise au piège. Ramia se rapprochait de plus en plus. Piscus Crabe allait sans doute lui ordonner de la dévorer, ou bien de la carboniser sur place, comme une vulgaire pièce de viande. Quelle mort atroce! Elle qui avait consacré sa vie aux animaux, être tuée par l'un d'entre eux. Que diraient Daisy et Edgar et Sissi? Et que deviendraient-ils? Qui prendrait soin d'eux une fois que Vera ne serait plus de ce monde? Les pensées défilaient à toute vitesse dans son esprit, à tel point que tous les mouvements autour d'elle semblaient ralentis. Le bondissement des flammes, les sorciers qui se battaient au loin, les mouvements de Ramia. Même la voix de Piscus Crabe était lointaine, assourdie. Le museau fusant de Ramia s'immobilisa à quelques centimètres de Vera, qui n'osait plus bouger d'1 millimètre. « Allez, brûle !» dit la voix de Piscus Crabe. Vera entendit la dragonne prendre une grande inspiration. Elle vit sa cage thoracique s'élargir, son énorme gueule s'ouvrir. Autour d'elle, la température monta en flèche. Vera vit le fond de son gosier et l'énorme brasier dont la chaleur brûlante s'apprêtait à déferler sur elle. Et pourtant, en un éclair, au moment où Vera s'apprêtait à mourir, la dragonne poussa un rugissement terrible et se tourna vers Piscus Crabe. Le jet de flamme frappa le colosse de plein fouet et le transforma immédiatement en une gigantesque torche humaine. Il poussa un hurlement qui se transforma aussitôt en gargouillement, puis en râle. Sa peau devint noire et une horrible odeur de chair brûlée parvint aux narines de Vera. Il s'écroula sur le sol, mais Ramia ne semblait pas vouloir se détourner de lui et continuait de projeter son haleine enflammée dans sa direction,
avec une puissance disproportionnée, à la hauteur de la détresse qui animait la dragonne. Et elle ne s'interrompit que lorsque ce qui restait de Crabbe cessa complètement de bouger. Le souffle court, Vera se redressa légèrement, et de sa main libre, rabattit son capuchon sur son visage pour ne pas être reconnue. Autour d'elle, c'était à peine si on se souciait de leur présence. Partout, les mange-morts étaient largement supérieurs en nombre, même s'ils semblaient incapables de terrasser les derniers défenseurs du pensionnat, dont Dumbledore, Maugré et Ted Tonks qui venaient de revenir sur le champ de bataille. « Oh, Ramia !» La dragonne fixait les restes calcinés de Piscus Crabbe, visiblement épuisé. Son souffle était rauque, tué était contre sa nature. Cela lui avait terriblement coûté. « Ramia, écoute-moi !» La dragonne se tourna vers Vera. Ses grands yeux violets brillaient de détresse et de culpabilité. « Viens, approche-toi. Ne t'inquiète pas. » Sans l'écouter vraiment, Ramia s'approcha d'elle. Vera tendit la main pour la caresser, mais Ramia l'esquiva. Et d'un coup de croc, elle cassa en morceaux la rampe de métal qui retenait Vera prisonnière. Puis, la dragonne se redressa pour regarder le champ de bataille. Elle semblait transie d'effroi. Ses yeux violets sautaient d'un camp à l'autre, incapables de comprendre la raison pour laquelle ils s'entretuaient de cette manière. Son souffle rauque s'accéléra. Elle secoua la tête, se redressa, tendit le cou vers le ciel et poussa un rugissement déchirant, sans doute dans le but de faire cesser le combat qui faisait rage. Quelques regards inquiets ou surpris se tournèrent vers elle, et Vera s'empressa de se cacher derrière l'une de ses ailes. Plusieurs aurores, distraits par la dragonne, furent terrassés par des sortilèges provenant du camp adverse. Mais cette courte diversion permit également à Dumbledore de réagir. D'un grand geste du bras, il fit apparaître un énorme disque lumineux, qui s'arrondit en dôme au-dessus des mange-morts et se referma sur nombre d'entre eux. Aussitôt, ces derniers tentèrent de le détruire, mais ils semblaient incapables d'en sortir. Les sortilèges qui jaillissaient de leurs baguettes s'échouaient lamentablement contre la paroi lumineuse, qui étouffait jusqu'au son de leur voix. « Stupéfixez-les !» ordonna la voix puissante de Dumbledore. « Capturez-les !» Il semblait devoir fournir un effort surhumain pour maintenir l'intégrité du dôme. Les aurores s'empressèrent de réagir et pointèrent leurs baguettes sur les mange-morts emprisonnés, puis les criblèrent de sorts. Profitant de cette accalmie, Vera se cramponna à la patte de Ramia pour la secouer, la supplier de s'envoler. Mais la dragonne ne parvenait pas à détacher son regard de cette terrible démonstration de violence. « Ramia !» appela-t-elle désespérément. « Va-t'en !»« Nous y sommes presque !» cria Dumbledore pour encourager les aurores. « Tenez bon !» Il ne restait plus que quelques mange-morts encore valides dans le dôme formé par Dumbledore quand une formidable secousse ébranla la terre. Plusieurs aurores titubèrent, tombèrent à genoux. Une deuxième secousse fit voler en éclats le dôme argenté qui emprisonnait la plupart des mange-morts, tandis qu'une puissante rafale de vent fit vaciller les flammes qui dansaient dans la clairière. « Oh non !» gémit Vera. Progressivement, au milieu des volutes de fumée qui continuaient de tourbillonner, elle distingua une silhouette encapuchonnée, un visage blafard et émacié, le rougeoiement de 2 pupilles verticales. Et une voix sifflante s'éleva, venant de partout à la fois. « Je me doutais que nous finirions par nous affronter, Dumbledore, » dit Lord Voldemort. L'atmosphère se fit soudain plus sombre, plus oppressante. Un mouvement de recul parcourut les rangs des aurores. À l'inverse, Dumbledore ne trembla pas. « Hélas, » dit-il simplement. « Vous n'avez aucune chance, et tu le sais, Dumbledore. De nombreux guerriers sont tombés. À l'heure qu'il est, Eleanor Wimbley doit être morte. Vous êtes donc prêt à périr pour défendre un tas de ruines fumantes. » « Il ne s'agit pas de ça, » dit calmement Dumbledore. Il n'ajouta rien. Sa voix paisible résonna dans la clairière,
avec autant de force que celle de Voldemort. Non loin de lui, Maugré, Ted et quelques aurores se tenaient prêts à engager le combat. « Quel entêtement !» siffla Voldemort. « Et quel gâchis !» Il fit un geste de la main, et les mange-morts qui avaient été stupéfixés furent libérés de leurs liens invisibles. Ils se relevèrent précipitamment, remettant leurs masques et leurs cagoules en place, essoufflés et honteux. Autour d'eux, les flammes s'intensifièrent, rendant l'atmosphère étouffante. Voldemort remua sa baguette. Derrière lui, les fragments d'armature métallique qui se trouvaient proches de tentes saccagées s'animèrent et fendirent l'air en direction des aurores, prêts à les transpercer. Mais d'un geste, Dumbledore les réduisit en poussière avant qu'ils n'atteignent leur cible. Comme s'il s'attendait à échouer, Voldemort avait déjà lancé un autre sortilège. Un jet de flamme noire jaillit de sa baguette et fondit droit sur Dumbledore, mais s'écrasa sans l'atteindre sur un bouclier invisible qui se trouvait juste devant lui. Les flammes noires se tarirent, puis réapparurent avec une intensité plus grande encore. « Tu n'es pas de taille à lutter, Dumbledore !» cria Voldemort au-dessus du crépitement assourdissant. « Regarde ce que je suis devenu, malgré tous tes efforts pour me détourner du pouvoir. » Dumbledore tenait bon, mais les flammes persistaient, de plus en plus intenses, comme nourries par la colère grandissante de Voldemort. Elles étaient sur le point de fendre le bouclier quand un chant mélodieux envahit la clairière du pensionnat. Quelques mange-morts levèrent la tête et aperçurent un grand oiseau, au plumage rouge et or, déployer ses ailes au-dessus de Dumbledore. Le phénix survola la gerbe de flammes noires pendant quelques instants, puis y plongea délibérément. Là, ses ailes se mirent à brûler dans un sifflement terrible, transformant les flammes noires qui l'atteignaient en flamèches inoffensives. Puis il ouvrit le bec et se consuma dans un jaillissement enflammé qui absorba toute l'énergie obscure contenue par le sortilège de Voldemort. Les flammes noires tombèrent en poussière au moment où Fume Sec roulait sur le sol, sous la forme d'un petit oisillon dépourvu de plumes. « Non !» rugit Voldemort. Pour toute réponse, Dumbledore remua légèrement sa baguette magique et produisit un jet de lumière, qui ébouriffa les cheveux de ceux qui se trouvaient près de lui. Une expression incrédule passa sur le visage de Voldemort, puis il disparut dans un tourbillon de tissu noir, avant de réapparaître une dizaine de mètres plus loin, hors de la trajectoire du sortilège. Le jet de lumière alla s'échouer sur un arbre à moitié calciné, qui s'illumina avec un bruit à glacer le sang et s'éteignit aussitôt. « Avada Kedavra !» cria Voldemort avec fureur. Cette fois-ci, il n'avait même pas visé Dumbledore. L'éclair de lumière verte manqua de s'abattre sur une aurore qui se trouvait à côté de Maugré, mais elle s'écarta avec agilité, et la lumière verte ne fit qu'enflammer l'herbe qui se trouvait sous ses pieds. « Quel manque d'imagination !» railla la jeune femme à l'intention de Voldemort. « En effet, » commenta paisiblement Dumbledore, « je dois avouer que je m'attendais à des sortilèges plus inventifs. »« Je vous aurais prévenu, » coupa Voldemort de sa voix glaciale. « Il est encore temps de vous incliner. » Dumbledore n'eut pas l'occasion de répondre, car, hélas, c'est le moment que choisit Ramia pour prendre part au combat. Bouillonnante, révoltée, elle frappa le sol de ses ailes puissantes pour attirer l'attention des combattants. Cachée derrière elle, Vera la vit prendre une grande inspiration. Sa cage thoracique s'élargit, laissant voir entre ses côtes la lueur violette émise par son cœur. Les pics rocheux qui hérissaient son corps frémirent. Elle ouvrit sa gueule, montrant aux combattants ses multiples rangées de dents. Et tout en rugissant, elle cracha une immense gerbe de flammes en direction de Voldemort. « Ramia !» glapit Vera. Plusieurs mange-morts se jetèrent de côté, de peur d'être brûlés vifs. Le feu roula jusqu'à Voldemort, crépitant, incandescent. Mais, nullement effrayé, celui-ci leva ses mains devant lui et l'arrêta à quelques centimètres de ses longs doigts effilés. « Ramia, arrête !» supplia Vera effrayée. En effet, le feu que crachait la dragonne ne faisait aucun mal à Voldemort.
Au contraire, ils s'accumulaient devant lui, entre ses mains, formant un gigantesque globe enflammé qui éclairait de plus en plus puissamment le rictus cruel qui animait son visage. Voyant cela, Ramya s'arrêta de cracher du feu. Mais il était trop tard. Le globe enflammé ne disparut pas. Au contraire, les flammes qui le constituaient s'intensifièrent, puis s'élevèrent dans les airs, tandis que Voldemort arrondissait souplement son bras vers l'arrière, comme pour lancer quelque chose au-dessus de sa tête. « À terre !» cria la voix retentissante de Dumbledore. De sa baguette, il fit tomber à la renverse ceux qui se trouvaient proches de lui. Avec une exclamation victorieuse, Voldemort propulsa la boule de feu sur le pensionnat. Dumbledore et Maugré levèrent leurs baguettes au même instant, pour tenter de la faire dévier de sa trajectoire. Mais puisqu'ils se trouvaient face à face, de part et d'autre de la porte du pensionnat, leurs efforts contradictoires s'annulèrent et la sphère atteignit sa cible de plein fouet. Les flammes ouvrirent les deux battants de l'imposante porte en chêne et s'engouffrèrent à l'intérieur du pensionnat Wimbley, avec un fracas et une violence inouïe. Le brasier féroce roula le long du couloir en spirale qui faisait le tour du pensionnat. Catastrophée, Vera vit les fenêtres s'illuminer une par une, et les rares vitres qui étaient encore intactes volèrent en éclats. Puis, l'air enfermé dans le pensionnat se dilata. La charpente déjà fragilisée céda complètement, et l'ensemble du bâtiment explosa. Une onde de choc se répandit dans toute la clairière, jetant tout le monde à terre. Vera vit les pans de murs de pierre blanche fuser dans toutes les directions. Les combattants encore vaillants parvenaient à se protéger des jets meurtriers en criant des protégos, à tort et à travers. Mais les blessés étendus sur le sol n'avaient pas cette chance. Vera elle-même manqua d'être percutée par un énorme bloc de pierre avant que Ramya n'en dévie la trajectoire d'un coup de patte. Et Albert, qui était revenu à lui, les rejoignit de justesse et se blottit contre Vera, absolument terrifiée. La pluie de pierres dura quelques secondes, pendant lesquelles Vera serra Albert contre elle de toutes ses forces. Le sol cessa progressivement de vibrer. Les chocs sourds que Vera percevait autour d'elle s'estompèrent. Et enfin, elle ouvrit lentement les yeux, abasourdie. Le sortilège de tournis commençait à s'estomper. Vera avait la tête qui tournait, mais elle pouvait regarder autour d'elle sans avoir l'impression de se trouver à l'intérieur d'une toupie. En revanche, elle n'entendait strictement rien, à part un sifflement aigu qui semblait provenir de l'intérieur de son crâne et qui empêchait les autres sons de parvenir jusqu'à elle. Ramya, qui l'avait entourée de ses ailes pendant toute la durée de l'explosion, s'écarta légèrement et la laissa apprécier l'ampleur du désastre. À la place du bâtiment blanc et lumineux qui se dressait au milieu de la clairière quelques heures plus tôt, une gigantesque colonne de fumée noire montait vers le ciel. Sur le champ de bataille, Voldemort avait disparu. Vera vit un aurore rappeler ses alliés à battre en retraite, et les survivants transplanèrent piteusement, emportant les quelques blessés avec eux. Dumbledore marcha vers Fumsec, sans qu'aucun mange-mort n'ose l'attaquer, prit délicatement l'oiseau entre ses mains et transplana à son tour. Une fois qu'il eut disparu, les mange-morts qui restaient en lice levèrent leurs poings ou leurs baguettes vers le ciel, et une nouvelle marque des ténèbres éclaira le terrain dévasté d'une sinistre lueur verte. À côté de Vera, Ramya poussa un gémissement plaintif et désolé. La pauvre dragonne était en piteux état. Des marques de craie blanche s'étaient ajoutées aux stries dégoulinantes de sang noir qui marquaient sa peau écaillée, et une de ses ailes était lamentablement déchirée. « Ramya, écoute-moi » dit Vera d'une voix tremblante. La dragonne la regardait avec des yeux coupables et suppliants. « Je sais que tu n'as pas fait exprès, » dit Vera. « Tu as essayé de l'arrêter, tu as fait ce que tu pouvais. Mais il est trop puissant, Ramya. Bien trop puissant pour toi. Tu m'as sauvé la vie. Tu as été forte. Mais maintenant, il faut que tu t'en ailles. Va-t'en, ou bien tu auras des ennuis. » Ramya secoua la tête, butée, et Vera devinait ce qui la tracassait. Elle posa sa main sur la grosse pierre violette qui ornait le front de la dragonne, et leurs pensées fusionnèrent aussitôt.
Leurs frayeurs et leur culpabilité se reconnurent et s'apaisèrent mutuellement. Vera rassembla ses esprits et appela à elle l'image de sa fille Daisy, allongée sur un canapé, en sécurité avec Narcissa à ses côtés. « Tu vois, Daisy est saine et sauve, » murmura Vera essoufflée. « Et Narcissa aussi. Tu peux partir maintenant. Alors envole-toi, le plus loin possible. Et surtout ne reviens pas. Ne reviens plus jamais. » Vera sentit sa voix se briser, et Albert se crispa sur son épaule. Ramia hocha tristement la tête et se décida à reculer de quelques mètres. Dès que la main de Vera se détacha du front de la dragonne, elle se sentit atrocement seule et frigorifiée. En voyant Ramia s'envoler laborieusement, puis disparaître derrière les arbres enflammés, Vera dut serrer Albert dans ses bras pour ne pas pleurer. Elle regarda l'anneau de métal grossier qui entourait son poignet, mais qui ne la retenait plus à rien. Puis, elle épousseta son long manteau dont la couleur violette était devenue difficilement perceptible. Elle regarda une dernière fois les restes calcinés de Piscus Crabbe, puis le spectacle désolant des ruines fumantes du pensionnat Wimbley. Elle poussa un long soupir, imité par Albert, puis transplana et disparut. La clairière dévastée se vida progressivement de ses derniers occupants. Les mange-morts retournèrent vers le manoir des Malfoy afin de célébrer leur écrasante victoire, et rapidement, on n'entendit plus que le crépitement des flammes et le murmure du vent. Une aube farouche éclaircissait timidement le ciel, mais à des kilomètres à la ronde, aucun oiseau ne chantait. Au bout d'un long moment, 2 voix d'hommes vinrent troubler ce silence pesant. « Ted, il est encore trop tôt, nous reviendrons plus tard. Reviens, il y a peut-être encore des mange-morts. » « Eh bien, je les étriperai. » Ted Tonks marchait à vive allure vers les décombres du pensionnat, enjambant avec agilité les morceaux de tente et les débris qui jonchaient le sol. Après avoir confié Adam au guérisseur de l'hôpital Sainte-Mangouste, il était aussitôt revenu sur les lieux du combat et s'était battu avec bravoure, jusqu'au bout. Une large déchirure dans son pull de Noël laissait voir une plaie sanguinolente sur son épaule, et sa jambe gauche était un peu raide à cause d'un sortilège de stupéfiction qui l'avait effleuré. L'homme qui lui courait après avait une carrure nettement plus impressionnante que la sienne. Ses traits étaient grossiers, son pas était lourd, et il portait l'insigne des aurores épinglé sur sa poitrine. On devinait qu'il s'était battu en voyant sa main serrée autour de sa baguette et ses cheveux en bataille. Mais à l'inverse de Ted, il ne portait pas la moindre égratignure. Alastor Maugrey avait fait mordre la poussière à de nombreux mange-morts, et même à 6 contre 1, aucun sortilège n'était parvenu jusqu'à lui. « Pense à ta famille, Ted !» cria-t-il à son ami. « Andromeda doit être folle d'inquiétude. »« Je le sais bien, Alastor, mais Eleanor est peut-être là-dessous. Elle est peut-être encore vivante. Nous pouvons peut-être encore la sauver. »« Eleanor !» appela-t-il. Maugrey renonça à empêcher Ted de fouiller les décombres fumants du pensionnat et se contenta de le rejoindre pour garder un œil vigilant sur les environs. Tout en toussant à cause de la fumée, Ted fouillait frénétiquement les gravats, éparpillait les restes de murs et de mobilier, écartait les énormes blocs de pierre en s'abîmant les mains. « Eleanor ! Eleanor !» appelait-il à tort et à travers, d'une voix de moins en moins forte et de plus en plus désespérée. Il reconnaissait les endroits qu'il fouillait aux morceaux d'objets qu'il trouvait sur son passage. Des gants brodés et des chaussures spéciales autour de l'atelier de Roméalde, des oreillers éventrés au niveau des dortoirs, des couverts tordus vers le réfectoire, des fragments de ciels étoilés et de frises chronologiques animées près des salles de classe. À chaque pas, il craignait de découvrir le corps d'Eleanor, ou bien celui d'un enfant. Alors qu'il avait déjà ratissé une partie des ruines du pensionnat, la voix de Maugrey s'éleva dans son dos. « Ted. » Ted ne l'entendit pas et continua ses fouilles. « Ted !» l'appela à nouveau Maugrey d'une voix plus autoritaire. Ted, enfin, consentit à s'interrompre et se tourna vers lui. Maugrey était immobile, le visage grave, et désignait quelque chose qui se trouvait sur le sol. Quelque chose ou quelqu'un. « Non !» souffla Ted. «
Maugrey hocha la tête avec gravité et baissa les yeux. Ted eut soudain l'impression que son cœur allait éclater en morceaux, car l'expression chagrinée de son ami ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose. Il courut vers Maugrey et le rejoignit en quelques enjambées. Là, les quelques forces qui lui restaient le quittèrent subitement, et il tomba à genoux. Maugrey posa une main ferme sur son épaule, mais Ted ne la sentit même pas, tant ce qu'il voyait était insoutenable. Un peu plus loin, sans être vu, Lucius Malfoy émergeait des décombres, sonné. Il tremblait de tous ses membres, ses vêtements étaient en lambeaux, et il avait le visage en sang. En entendant les cris déchirants de Ted, Lucius serra sa main autour de sa baguette, et en sentant 2 cylindres de bois lisse au creux de sa paume, il se rappela qu'il tenait non seulement la sienne, mais également celle d'Eleanor Wimbley, qu'il avait arrachée à sa propriétaire quelques instants plus tôt.